On espère que l'ensemble, on a vraiment, encore une fois, co-construit le discours. Hein. Vous voyez, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. C'était aussi l'idée de vous montrer comment on travaille ensemble. Donc, on vous remercie de votre attention. Effectivement, on tient à dire qu'effectivement, on sait qu'il y a des fois des problématiques qui sont très personnelles. Pour éviter de les avoir à rendre votre vie privée publique, n'hésitez pas à contacter justement l'ensemble des services que l'on a listés pour vous. Il y a la brochure qui est disponible, on a un certain nombre d'exemplaires disponibles au stand du Cérikiliade juste derrière. Voilà, donc si vous avez des questions précises, que vous êtes gêné justement sur ces questions parce que c'est trop de l'ordre de l'intime, nous vous invitons justement à ne pas les poser pour garder votre intimité et peut-être échanger avec nous a posteriori ou en contactant les services où vous nous retrouverez hein, d'ailleurs. Voilà. Il y a juste un petit truc que je veux rajouter, parce que Anne-Sophie disait que j'allais un peu mieux présenter la consultation retravaillée après le cancer du CHU d'Angers. Donc du coup, je la rajoute quand même. Effectivement, la consultation retravaillée après le cancer, qui est coordonnée par le professeur André Petit, est principalement destinée aux travailleurs indépendants, aux travailleurs du secteur public, justement parce qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à accompagner les travailleurs du secteur public. Et puis, elle est aussi accordée aux patients pour qui ça se passe mal dans leur entreprise, s'ils travaillent dans une entreprise privée, et qui souhaitent, à un moment donné, avoir un échange avec un professionnel de la santé au travail, sans passer par leur médecin du travail, parce qu'ils ne sont pas en confiance avec l'entreprise. Vous voyez, donc voilà, en gros, c'est une consultation qui concerne tout le monde, principalement le secteur public et les travailleurs indépendants. Et pour les patients qui le souhaitent et qui ont des difficultés avec leur médecine du travail, ils peuvent effectivement consulter cette consultation. Ce qui s'y passe, c'est globalement effectivement un travail sur le projet professionnel, sur une expertise en santé au travail. Et puis, ça permet d'avoir globalement un courrier, un premier avis, qui est peut-être un peu moins étayé que la consultation CORAT, et c'est bien pour ça qu'on travaille ensemble, parce qu'on a aussi notre expertise et que voilà, il y a des patients qui sont amenés justement à aller à la consultation CORAT et qui sont redirigés vers la consultation retravaillée et inversement. Voilà, donc il y a vraiment un travail d'équipe entre les différents centres de soins. C'est vraiment une initiative régionale et pas juste hospitalière. On ne parle pas de centre unique. Voilà. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, très bien, vos présentations. Dites-moi si des difficultés se posent quant au retour au travail de la personne atteinte d'un cancer et en traitement, que le chef d'entreprise, notamment d'une PME, est incapable de régler le problème. Est-ce que le patient peut vous demander d'intervenir comme conseil auprès du chef d'entreprise ? Alors, merci pour la question. Donc, effectivement, est-ce que le patient peut demander, nous, ce qu'on va pouvoir faire dans le cadre de cette consultation, c'est établir le lien avec la cellule PDP. Parce qu'il existe aussi, comme je dis, à chaque fois, on travaille tous ensemble, donc l'idée, c'est pas de faire à la place de l'autre, voilà, c'est de faire avec. Donc, on va pouvoir contacter cette cellule PDP, donc de prévention de la désinsertion professionnelle, voilà, qui, elle, en fait, a son expertise et qui va pouvoir travailler avec l'employeur pour mettre en place le dispositif et voir si c'est possible. Si effectivement l'employeur est totalement réfractaire, là, on est dans cette fameuse case rouge où le patient se trouve en danger vis-à-vis de son retour au travail. On veut protéger sa santé et sa qualité de vie. On va plutôt générer ce qu'on appelle du retour à l'emploi, donc on va l'orienter et l'accompagner vers une autre entreprise, vers un changement de poste, etc. Voilà. Soyez pas timide. Ah, voilà. Allez-y. Merci pour vos présentations, déjà. Et une question, les consultations CORAT, elles seront disponibles pour les nouveaux patients ou pour des patients qui sont suivis depuis 2 ans, par exemple. Voilà. Qui seront concernés? Alors, la difficulté de la consultation CORAT aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cadre d'une évaluation. D'accord ? C'est un petit peu comme un médicament. Vous voyez ?
il nous faut beaucoup d'autorisations avant que le médicament soit totalement public. Mais là, c'est la même chose. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a des autorisations pour évaluer cette consultation avec un échantillon de patients qui sont de nouveaux patients, voilà, et qui ont un profil très précis, je l'ai donné. Mais l'idée, c'est rapidement avoir ces autorisations pour l'ouvrir aux autres patients. Et parmi ces autorisations, c'est aussi la protection de la santé de mes collègues, parce qu'elles sont 2 pour l'instant sur 2 sites à l'ICO, donc ça fait 1 par centre en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi augmenter l'équipe et pouvoir, ce qu'on appelle nous, absorber, c'est-à-dire accompagner le plus de patients possible. Donc ça viendra petit à petit. Initialement, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a ça. Et demain, on espère en avoir de plus en plus. Voilà. Alors, c'est un dispositif qui est très intéressant. Moi, je représente les patients au sein du conseil d'administration de l'ICO. Donc, bien sûr, je vais avoir un œil attentif à cette finalisation d'études, parce que c'est... Et c'est vrai que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous savez, la mise en place de la démocratie sanitaire, qui est récente au sein des différents services, permet la présence de patients un peu partout. Alors, c'est très beau quand on le dit comme ça. Après, c'est comment on va porter la parole des autres, comment on va pouvoir être en mesure de suivre l'intégralité, parce que je pense à l'ICO particulièrement, puisque moi je suis à l'ICO, il y a déjà de nombreux process mis en place, pas que pour le travail. Et donc, il est nécessaire d'être attentif. En tout cas, c'est un premier pas. Et que les patients soient associés, comme le disait Bertrand, à des études telles que celle-là ou d'autres au niveau plus médical, ça me semble éminemment important. C'est aussi la qualité d'accueil dans l'établissement, c'est aussi voilà, tous les... J'ai passé ma mammo hier, moi, donc c'est une expérience récente. Je la passe tous les ans, mais à chaque fois, quand j'y vais, j'ai à la fois mon œil personnel, mais aussi comment se fait l'accueil pour les autres patients et de pouvoir être porteur de ça. Donc voilà, je serai très attentive, Bertrand, sur l'évolution de ce dispositif qui me semble très important. Et moi, je voulais juste poser quelque chose, je pense que vous l'avez pris en compte, c'est comment notre avis de patiente peut changer au fur et à mesure des traitements. Moi, j'ai en mémoire des moments où j'avais très envie de retourner travailler. Et puis, il suffisait de 2 séances de chimio où j'étais fatiguée. Et là, je me disais, mais je ne vais pas être capable de reprendre tout de suite. Et donc, cette fluctuation, pour vous, ça ne doit pas être facile à gérer parce que, y compris une certaine appréhension à reprendre dans le milieu du travail où on se dit on va être de nouveau confronté à un rythme que l'on ne va peut-être pas être capable de suivre. Est-ce qu'on a envie de suivre, comme tu le disais? Et donc, cette idée cet avis de la patiente qui est un peu fluctuant, est-ce que vous avez été confronté? Merci Fabienne. Alors, je vous rassure, j'ai toujours Fabienne à côté de moi. Merci Yann. Alors j'ai toujours Fabienne à côté de moi pour surveiller tout ce que je fais, mais ça me va très bien parce qu'on fait un bon binôme. Et donc du coup, pour répondre, non seulement, donc en fait vous parlez tous les deux finalement de la fluctuation, de la fatigue, des effets secondaires, avec des traitements qui arrivent à un certain rythme régulier. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Céline, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que tu veux que je commence ou Marie? Non? J'y vais? Allez, j'y vais. Donc, en fait, dans l'idée, en tout cas, pour cette consultation, mais de façon générale, effectivement, on sait que la patiente va avoir ses difficultés et son propre rythme. L'idée, ce n'est pas de dire, là, vous vous sentez prête, on retourne au travail, et puis demain, vous êtes fatigué, vous reprenez un arrêt maladie. Non, ça, c'est pas ce qu'on appelle un retour au travail durable. Donc, en fait, il y a différents dispositifs qui ont été présentés par Anne-Sophie notamment, particulièrement l'essai encadré. Et c'est justement grâce à cet essai encadré qu'on va pouvoir justement faire un essai, justement, sur une période de 15 jours, et même sur 2 périodes de 15 jours, à des moments séparés, mais pour savoir si pendant 15 jours, la patiente arrive déjà à maintenir son travail à bonne dose. Et donc c'est un travail avec le médecin traitant. Il pourra être fait aussi avec le CORAD si c'est nécessaire, si le médecin traitant a besoin d'éclairage sur les questions, mais aussi avec le médecin du travail, pour pouvoir trouver cette bonne dose et dire peut-être que ce temps partiel à 40%, c'est trop.
bon, bah, on va peut-être baisser à 30% parce que vous avez besoin de vos phases de repos. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que, et c'est un mot que j'ai oublié d'employer, et je pense que c'est aussi un mot qui est très important, c'est le mot flexibilité. En fait, on doit être flexible en tant que professionnel de santé, en tant que chercheur, en tant que patient aussi, hein, d'ailleurs, on doit être flexible d'une certaine façon, mais je crois que la vie vous pousse à être flexible de toute façon. Et les managers aussi doivent être flexibles, parce qu'en fait, les patients ne programment pas le moment où ils seront fatigués, ils ne programment pas le moment où ils auront mal, et ils ne programment pas le moment où en fait, ils en auront marre de à peu près tout. Donc, c'est aussi ça, c'est s'adapter au quotidien, c'est donner ce qu'on appelle des marges de manœuvre au travail, donner des marges de manœuvre pendant la période de soins, et accepter qu'aujourd'hui, c'est non, je ne peux pas. Souvent, on a des entretiens avec des patients. Moi, ça m'est arrivé très souvent ces dernières semaines. Une patiente qui me dit, oui, on va pouvoir faire l'entretien, etc., il n'y a pas de souci. Et puis, 1 heure avant l'entretien, Monsieur Porot, désolé, je ne peux pas faire l'entretien, je ne peux pas venir, je suis désolé. Tout de suite, c'est de la bienveillance. Oui, mais il n'y a pas de souci, je comprends. Revenez vers moi quand vous le pouvez. Et très rapidement, finalement, dès le lendemain ou le surlendemain, le rendez-vous est déjà reposé. Vous voyez ? Si j'avais été à dire « Ah oui, mais non, mais attendez, j'ai pas le temps, etc. etc. », forcément, on ne revoit plus les patients et on les perd. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Un peu longuement, désolé. Voilà. Alors, oui, juste pour dire, je suis patiente de l'ICO. Effectivement, j'ai participé aux ateliers et on a une très très bonne prise en charge déjà à l'ICO. Atelier, et notamment, c'était pas la même assistante sociale, mais une personne qui m'a accompagnée pour faire mon dossier RQTH. Et heureusement qu'elle était là parce que je l'avais commencé 2 ans avant et je n'avais pas été au bout, toute seule. Voilà. Merci. C'est vrai que ces ateliers, déjà, ça permet de verbaliser un petit peu toutes les inquiétudes et se rendre compte que vous n'êtes pas seul à vivre beaucoup d'émotions, des douleurs, etc. Et ça, c'est un côté rassurant, en fait. Et souvent, les personnes sont vraiment très, très contentes de ces ateliers. On a 2 questions lors de ces ateliers. C'est une méconnaissance quand même des droits et puis toutes ces questions sur la fatigue, etc. Donc, il y a souvent des personnes qui sont à un temps différent et qui peuvent en fait être rassurants. Et c'est ça qui est bien. Donc, n'hésitez pas à aller à participer à des ateliers, à échanger avec d'autres personnes. C'est très important. Je pense une chose dont on n'a pas parlé, Bertrand, on a parlé de la hiérarchie, on a parlé du patient et de sa relation, mais pas des collègues. Et moi, quand j'ai repris mon travail, les collègues étaient en difficulté avec moi parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter, que quand tu dis on est flexible et tout, pour eux, le travail que nous, on ne fait pas, ça leur retombe dessus. Donc, on est appréhendé parfois un peu comme une charge sur l'équipe. Et donc, c'est pas de notre faute si on a un cancer, mais c'est pas de la leur non plus. Et donc, cette prise en charge globale de l'équipe, elle n'est pas très évidente. Alors, peut-être que ça a évolué depuis que je suis à la retraite, mais j'en suis pas très sûre. Je vais laisser Yann répondre, s'il veut bien, et puis je compléterai. En fait, ces réflexions vont au même rythme que les managers. En fait, ça va de pair. C'est-à-dire qu'il y a un premier étage dans la réception de la maladie, et effectivement, le deuxième niveau, ça va être d'accompagner les collaborateurs. Après, il y a des choses qui se font aussi de façon spontanée, donc c'est très intéressant. Il y a une chose que je fais retenir, mais on peut parler de collaborateurs et aussi de conjoints parfois, c'est que la personne malade, surtout, de parler de ce qu'elle a. Et c'est aussi le but aujourd'hui, c'est de ne rester pas seul. À partir du moment où l'interlocuteur, le collègue ou le conjoint est au courant, connaît à peu près les protocoles, on n'est plus dans l'empathie, on est dans l'accompagnement, dans la compréhension, et c'est aussi beaucoup plus simple. Donc, que ce soit en entreprise ou autre, c'est de pouvoir exprimer effectivement ce qu'on a, les protocoles qui arrivent ou autres, les effets secondaires, parce que ça c'est un truc de fou. Voilà. Mais c'est la suite effectivement de l'accompagnement d'entreprise. Et vous, comment vous l'avez géré justement dans votre entreprise La gestion d'équipe, ça a été, alors, comme il y a eu un effet de masse sur une année, ça a été très très facile d'en parler. Et ça a été sur des protocoles, alors à part 2 hommes, c'est des cancers différents, mais c'est des cancers du sein. Donc automatiquement, lorsque je
je sais tous les protocoles, je savais les termes sur le cancer du sein, je ne suis pas concerné, ou peut-être un jour, mais le fait de savoir, le regard, il n'est pas posé de la même façon. Et l'effet de masse a fait que l'équipe a super bien réagi. Il y a des personnes qui sont revenues, d'autres qui sont reparties. Mais le fait d'avoir ces éléments-là, c'est une aventure extraordinaire. Mais par contre, c'est vrai que quand ça arrive une seule fois, le retour, il peut être compliqué. On est dans un rythme de travail et là, il y a un rythme qui est complètement différent et qui peut être très pesant pour la personne qui retourne, enfin qui revient d'un cancer, mais qui peut être aussi très pesant, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'équipe parce qu'on ne comprend pas. Voilà. On a vécu le pire, donc ça peut être que bien le travail finalement. Mais non, ça change tout le cancer. Alors, si je peux juste compléter, merci. Si je peux juste compléter, alors, merci beaucoup Yann, mais en fait, la charge ne doit pas être totalement posée sur le manager. C'est un travail d'équipe, c'est bien ce que tu dis. Mais au-delà de ça, il y a ce qui peut être fait, et c'est ce qu'on préconise, en tout cas c'est ce que préconisent notamment les Canadiens, c'est d'avoir une personne ressource au sein de l'entreprise qui fait le lien pendant le parcours de soins. Et c'est la personne de choix de la patiente, ou du patient d'ailleurs, qui dit moi, tel collègue, je m'entends bien avec elle, mais plutôt que d'avoir un flot d'informations et de répondre 300 fois au même message, en fait, le message va passer uniquement par cette personne et elle va s'occuper de diffuser en fait les nouvelles, mais elle va aussi me donner des nouvelles de l'entreprise. J'ai eu pas très longtemps une patiente qui m'a dit on a changé de DG, alors tout se passe bien, on m'a soutenu pendant mon cancer, mais il y a un truc qui m'a vexé qui fait que finalement j'ai pas envie de retourner dans cette entreprise, c'est qu'on a changé de DG et finalement on m'a pas informé de ça. Je l'ai appris au détour d'une conversation. Et ça, parfois, c'est compliqué, parce que c'est compliqué aussi, c'est dans la loi du travail. Finalement, on ne peut pas non plus tout faire. Mais il y a des patients qui ont ce besoin d'avoir ces informations, qui pour eux sont essentielles, parce que ça leur donne toujours cette impression qu'ils font partie de l'entreprise. Alors, il y a un fameux DRH que tu connais bien, Fabienne, qui un jour a dit, enfin, qui nous a dit à nous, dire « je reviens » ne veut rien dire quand l'équipe a changé. Vous voyez ? Et en fait, la question de l'équipe, c'est aussi ça. C'est savoir trouver ce juste milieu entre j'informe et je maintiens la vie privée. Voilà. Donc ça, c'est très complexe, mais on essaye de faire au mieux pour vous accompagner là-dessus. Et désolé, je vous laisse. Mais ça tombe bien parce que c'est en lien. Moi, j'avais des questions par rapport à l'entreprise. Vous avez parlé de protocole. Comment vous avez construit le protocole ? Comment vous vous êtes fait aider ? Vous avez parlé de formation. Est-ce qu'il y a des organismes spécialisés par rapport à ça? Et pareil sur la sensibilisation. Alors, on a beaucoup parlé du manager et merci. Il y a aussi les collègues et la répartition de la charge de travail. Et comment on peut sensibiliser aussi au sein de l'entreprise, quand on est aussi une grosse entreprise, qu'est-ce qui peut être mis en place, en tout cas si vous avez l'expérience et ce retour? C'est en train de se construire. Je reviendrai l'année prochaine pour parler avec un an d'expérience. C'est un effet de masse qui est important. Alors dans une grande entreprise comme la nôtre, c'est un effet de masse. Donc là, c'est pris en charge au niveau RH. Alors pour la formation, c'est très simple. C'est l'ICO qui construit les modules et autres, parce qu'on va rechercher l'expérience, tout simplement. Une des réponses sur l'accompagnement des collègues, c'était aussi de travailler avec la Ligue contre le cancer, et je reviens sur les patients ressources. C'est-à-dire que l'entreprise a décidé de libérer 6 jours pour les 6 jours de formation pour être patient ressources et patient témoins, donc des collaborateurs qui vont pouvoir être de façon anonyme consultés justement par les personnes qui rentrent dans le schéma de la maladie. Voilà, parce que l'employeur, les données médicales au niveau de l'employeur, c'est juste un casse-tête, c'est juste impossible à traiter. Et donc, on a trouvé cette solution-là. Et ça permet effectivement d'avoir le premier rideau de la bienveillance des collaborateurs, le manager formé. Et puis, le troisième rideau, c'est pour des gens qui veulent que ça soit confidentiel ou autre, avoir des personnes, des pairs qui ont été touchés par le cancer. C'est le principe de base des patients ressources et patients témoins, et qui vont pouvoir les accompagner sur ces sujets-là, le retour à l'emploi, en connaissant l'entreprise. Et ça, c'est super top, parce que ça va être le gros avantage, pour moi, c'est que oui, effectivement, on peut contacter la Ligue pour aller rechercher des patients ressources, mais lorsqu'en plus, on peut cumuler l'expérience de son propre retour au travail qui s'est, 7 fois sur 10, pas forcément bien passé, c'est super intéressant. Et pour terminer, dans la construction des éléments, ce sont des patientes collègues
qui ont construit tout le retour avec un schéma de quand est-ce que le manager les contacte pendant la maladie, quand est-ce que le service RH reste en lien, un petit mail qui est envoyé pour garder le contact, pour rappeler qu'on peut être à disposition, etc. Tout en respectant le cadre de la loi, parce que là, c'est waouh. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et c'est vraiment le sujet de la loi qui est faite pour protéger, mais qui est parfois, pour des questions de bon sens, on se dit mais pourquoi ? Voilà. Pour les patients ressources, par exemple, je prends cet exemple-là, on pensait naïvement qu'on pouvait aller des personnes qui se portaient bénévoles, qui se portaient volontaires pour être patients ressources, on allait pouvoir afficher leur nom et autres. Elles sont d'accord pour ça. Mais une attestation ne suffit pas, on est obligé de passer par la Ligue pour recueillir l'appel du collègue qui sera intéressé, pour le renvoyer sur cette personne-là anonymement. Donc voilà. On parle du monde du travail, mais il faut être assez volontaire pour porter ces projets-là. Ça, c'est une certitude. Est-ce que je peux rebondir, excusez-moi, est-ce que je peux rebondir sur le patient ressources, parce que le réseau Castor du Cancéropôle Grand Ouest organise justement le 3 décembre à Nantes une conférence sur le patient ressources avec le président national de la Ligue contre le cancer, le docteur Bergerot, et la présidente aussi de la Ligue Loire-Atlantique. Le 3 décembre à Nantes. En Loire-Atlantique, c'est très avancé. Il y a plus de 40 patients ressources, donc c'est génial. Et par contre, de notre côté, le démarrage et l'implication de la Ligue, c'est que ça commence. Donc voilà, le partenariat fait que ça permet aussi à la Ligue de Vendée de pouvoir démarrer. Voilà. CO peut aussi intervenir pour la construction des parcours de formation auprès d'entreprises privées qui le souhaiteraient. Parce que là, ça va faire du taf. Alors, la réponse est oui. Dans quelle temporalité? La réponse est oui. La réponse est qu'il faut que l'équipe grandisse, que ça demande des moyens aussi. Donc oui, on peut le faire, mais bien évidemment, plus il y a de monde, plus il y aura de demandes, et plus ça prendra du temps. C'est forcément ça. Mais après, nous, ce qu'on propose, alors je dis l'ICO, mais c'est pas que l'ICO, hein, c'est aussi un travail avec l'Université d'Angers et le CHU d'Angers. C'est très important à souligner. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est un cadre de mise en place. Parce que, en fait, chaque entreprise est différente, chaque entreprise a sa propre culture. Et forcément, on ne va pas juste prendre quelque chose et puis dire, ben voilà ce qui fonctionne, merci, au revoir. On est encore dans un principe de co-construction. Donc c'est un travail qui est long, qui demande de nombreuses heures de discussion, parce qu'il faut réussir à se parler, à se comprendre. Mais une fois qu'on arrive à comprendre le langage de l'autre, parce que le langage entreprise n'est pas le langage scientifique, inversement. Voilà. Donc, mais une fois qu'on arrive à le faire, derrière, finalement, on arrive à faire de belles choses. Donc il n'y aura jamais 2 dispositifs identiques, parce qu'il n'y a jamais, finalement, 2 entreprises identiques. Voilà. J'y vais. Bon. Je voudrais vous remercier pour cette initiative et puis surtout ce que vous êtes en train de créer, parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien. Et moi, j'ai vécu un véritable effondrement à la fin de mon traitement, parce que la seule chose qu'on m'a dit, c'est si vous n'allez pas bien, allez voir un psychologue. Alors qu'il fallait que je reprenne le boulot et que pour moi, ça ne voulait plus rien dire. Que j'avais, en plus de la culpabilité de ne pas pouvoir reprendre, une perte de confiance en moi et l'incapacité de savoir de combien de temps j'avais besoin, sachant que j'avais une peur monumentale de la rechute puisque j'ai eu un cancer du sein triple négatif. Ça, c'est l'introduction. Aujourd'hui, je suis là et je vais bien et j'ai rebondi dans mon travail. Mais surtout, je fais partie des 40 patients ressources de la Ligue. Et c'est à ce titre-là que j'avais envie de prendre la parole, parce que je trouve que votre coordination qui se met en place est absolument formidable et que ça va aider de nombreuses patientes à reprendre pied dans leur vie. Et vraiment, je vous en remercie. Maintenant, est-ce qu'il ne manquerait pas un patient ressource, une patiente ressource dans cette coordination pour avoir aussi l'expérience de ce retour à l'emploi et d'une certaine
un certain nombre d'années de recul qui nous permettent aujourd'hui, et notamment avec Ligue Entreprise, de faire ce que vous développez en Vendée. Et là encore, c'est formidable parce que plus on sera nombreux à prendre ça en main et plus les femmes qui auront eu un cancer ne le vivront plus comme une fatalité. Vous avez une collègue, Nathalie Pajot, que vous avez certainement croisée, qui fait la même chose que vous et qui est dans l'entreprise et qui m'accompagne depuis le début de ce projet. Donc c'est construit vraiment avec elle et elle a apporté une contribution et a été très éclairante. Mais bravo en tout cas pour cette initiative du Crédit Agricole et pourvu que ce soit des bonnes pratiques qui se répandent partout en France. Et au niveau de l'ICO, qu'est-ce qu'il en est du coup dans cette consultation? Vous parlez, oui, alors merci déjà pour votre témoignage. Alors, la réponse est assez simple. C'est qu'à l'ICO, on travaille avec les patients ressources de la Ligue. Et donc, si certaines patientes souhaitent échanger avec leurs pairs, parce qu'on sait très bien que l'échange avec les pairs, c'est aussi ce qui fait améliorer la confiance en soi, ça fait partie des choses, parce que finalement, en fait, c'est ce qu'on appelle une expérience vicariante. Et cette vicariance, en fait, va aider à se dire, elle y est arrivée, je peux y arriver aussi. Donc, en fait, on a effectivement... Ah, et j'ai plein de mots complexes, désolé. On a effectivement des patients ressources de la Ligue qui sont à l'ICO et qui peuvent être rencontrés justement par le biais de cette consultation CORAT. Après, pour vous répondre, parce qu'il y a quand même une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'ICO fait partie d'un groupe qui s'appelle Unicancer, avec de nombreuses initiatives. Et parmi ces initiatives, il y a notamment le Centre de cancérologie de Lille, qui évalue un dispositif justement, qui est coordonné par une patiente partenaire. Alors, pas patiente ressource, mais patiente partenaire. Je fais bien la différence entre les deux. Moi, je travaille aussi pour l'évaluation de ces dispositifs. Alors, vous allez dire, il est partout celui-là, mais c'est un petit peu vrai. Je travaille aussi sur l'évaluation de ce dispositif. En fait, ça a été vraiment une volonté de ma part de séparer les deux pour l'instant, pour ne pas faire d'amalgame entre quid du professionnel de santé avec sa formation, etc., et quid de la patiente ressource ou de la patiente partenaire avec son expérience de vie. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité mélanger les deux. Mais effectivement, à terme, l'idée c'est qu'on joigne nos forces entre centres de lutte contre le cancer pour proposer un dispositif unique. Donc voilà, donc la réponse est là. Aujourd'hui, nous, on vous propose un dispositif avec des professionnels de santé avec une redirection vers les patients ressources. Mais effectivement, il y a aussi des choses qui se pensent avec les patients partenaires, pas très loin d'ici. Moi, ça m'intéresse d'y réfléchir avec vous. Avec grand plaisir. Vous avez besoin de quelqu'un pour... Avec grand plaisir. Oui, et quand même, j'ajouterais, le CORAT oriente vers tous les soins de support, les associations, etc., les partenaires. Donc, ce n'est pas centré que ICO, c'est vraiment ouvert. On a une connaissance quand même de tout ce qui se passe. On est expert en cancérologie, je vais dire entre guillemets, mais on a une connaissance du réseau. Donc, c'est vraiment pouvoir orienter au mieux. Pas de questions. Vous voyez, en plus, pour une fois, des chercheurs et des médecins tiennent les temps. C'est plutôt pas mal, puisque d'habitude, on est toujours en retard, et là, on est en avance. Donc, je vais te laisser clore, du coup, Famiette. Alors, je vais clore, non pas sur le contenu de la table ronde, parce que je pense que ce serait inutile, et c'est suffit à elle-même. Peut-être dire qu'on se situe dans Octobre Rose, c'est pour rappeler le contexte. Donc, Octobre Rose, c'est le mois du cancer du sein, particulièrement du dépistage du cancer du sein. Vous avez un groupe de sages-femmes qui est venu des étudiantes avec un buste d'autopalpation que je vous invite à découvrir après la table ronde. Peut-être aussi dire que Octobre Rose prend de l'ampleur chaque année, que c'est son 30e anniversaire cette année, qu'on ne l'a pas trop dit, alors que c'est une initiative qui nous vient des États-Unis. Le dépistage a 20 ans en France aussi cette année. Le dépistage organisé en France, malgré les Français, nous sommes principalement des râleurs, reconnaissons que c'est un dispositif qui est éminemment important, éminemment efficace, qui n'est pas assez sollicité, que seulement... alors en Loire-Atlantique, on était le meilleur département pour le dépistage jusqu'à il y a peu de temps. La Covid étant passée par là, notre taux de dépistage organisé a beaucoup baissé. Donc, je vous nomme tous ambassadeurs du dépistage auprès de vos proches.
parce que d'en parler, ça permet de se dire « Ah oui, tiens, j'ai peut-être reçu le courrier de la CPAM, puisque maintenant c'est la CPAM qui l'envoie, et donc allez passer votre dépistage ». Par ailleurs, par rapport au sujet principal que l'on a abordé sur cancer du sein et travail, moi, je fais beaucoup d'interventions pendant le mois d'octobre et j'ai été très sollicitée cette année par des entreprises et des grosses administrations. Et ça me donne plutôt le moral par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, parce qu'au départ, ils me sollicitent plutôt sur une information sur justement le dépistage et la maladie. Et puis progressivement, parce que les collaborateurs, ils vont vous parler de leurs difficultés au travail, progressivement, on glisse sur justement ces problématiques. J'étais tout à l'heure au ministère des Affaires étrangères, 1000 agents à Nantes. Ils vont fêter leur 60e anniversaire à Nantes et ils ont fait pour la première fois un moment d'information. Et ils avaient juste en même temps que nous là une conférence sur cancer et travail. Et donc je me dis, ça, ce sont des indications d'espoir. Parce que si ces gens-là, à l'intérieur du ministère, se posent ces questions, j'ai fait une conférence aussi il y a peu de temps dans un grand camping-cariste régional. Et même chose, j'ai été étonnée des échos qu'il peut y avoir des collaborateurs, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. Parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et je remercie les hommes qui sont présents dans la salle particulièrement. Parce qu'eux aussi, ils ont peut-être une compagne, ils ont sans doute une mère à un moment donné de leur vie, des sœurs, des voisines, des cousines, etc. Et que porter la bonne parole, c'est l'affaire de tous et de toutes. Donc, je pense que Octobre Rose, c'est le focus qui est donné à un moment sur le cancer du sein. Mais pour celles qui sont concernées, et les quelques-uns, c'est toute l'année. Et donc, il faut garder cette sollicitation et cette motivation pour continuer à œuvrer. On vous a présenté un dispositif expérimental actuellement qui se met en route. C'est grâce aussi à la pugnacité et la volonté qu'il va pouvoir perdurer. Donc, on aura besoin de tous. Encore merci d'avoir été présents. Merci à tous les orateurs. Je pense qu'ils ont été très clairs et motivants. Merci à vous.